Mesdames et messieurs les délégués, chers frères et sœurs, chers invités, chers amis, c'est avec une grande joie et non sans émotion que je m'adresse à vous et vous transmets mes très fraternelles salutations en Christ pour cette Assemblée générale de la Fédération protestante de France. Nous voici arrivés presque au bout de ce parcours de renouvellement des instances de la Fédération engagé depuis plus d'1 an. Certains parmi vous investissent aujourd'hui un mandat de délégué à l'AG de la FPF pour leur Église, Union d'églises, communauté œuvre ou mouvement, et je voudrais leur dire une très fraternelle et chaleureuse bienvenue. D'autres quittent un mandat, notamment membres de conseil, et sont aujourd'hui parmi nous en titre d'invités. Nous permettons aussi de leur marquer notre gratitude. À tous, je souhaite une belle et féconde Assemblée générale, pleine de découvertes, riche d'échanges, bénie de rencontres, nourrissante de réflexions. Une Assemblée qui nous permette collectivement et qui permette à chacun de nous de cultiver l'esprit fédératif, cet art du lien avec l'altérité protestante que cultivent ceux qui se savent une commune vocation à témoigner de l'Évangile et ceux qui se reconnaissent ensemble héritiers de la Réforme, comme le montre le bel arbre qui vous a été distribué. Faites jaillir le droit comme une source et laissez la justice s'écouler comme un torrent intarissable. Ce verset de la tradition prophétique choisi par la Fédération comme un mot d'ordre pour l'année 2023, afin de nourrir notre méditation, d'éclairer notre lecture du monde, de guider notre réflexion, de stimuler nos engagements, d'orienter notre action, évoque des notions qui se sont imposées à nos esprits. En effet, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, les notions de justice et de droit résonnent fortement. Chacun peut mesurer que cette agression militaire a provoqué un changement de paradigme. Et d'une certaine manière, en quelques mois, c'est la seconde fois que nous assistons à un tel changement, où nous passons d'un monde d'avant à un monde d'après. Tout comme pour la pandémie, cette guerre a produit un changement majeur dans les concepts et les doctrines qui guident non seulement les pensées des gouvernants, mais encore celles des citoyens européens ou des acteurs de la société civile. Les autorités religieuses, coutumières d'un plaidoyer pour la paix et la réconciliation, ont été contraintes de repenser leur approche et précisément d'intégrer dans leur prise de parole la référence au droit international et l'exigence de la justice et de la vérité. Quand Amos parle de droit, il n'a bien évidemment pas à l'esprit l'institution du droit international. Ce droit qu'il s'agit de faire jaillir dans son esprit fait plutôt référence à la loi divine et donc s'impose à nous comme un commandement, comme un impératif éthique, précisément celui de protéger les plus vulnérables, notamment la veuve, l'orphelin et l'étranger. On est bien loin de ce cadre institutionnel qui énonce des valeurs, comme par exemple la Convention européenne des droits de l'homme ou des droits humains, qui énonce des principes comme la Charte des Nations Unies, qui énonce des droits comme la Convention de Genève, et qui se dote des moyens pour chercher à les appliquer. Et que dire de la justice? Aujourd'hui, ce terme est omniprésent au cœur du débat social. Tantôt il évoque des principes d'équité, tantôt un projet de loi censé protéger les faibles et les vulnérables, tantôt une institution garantissant le respect des règles de la vie en société. Alors faites jaillir le droit comme une source et laissez la justice s'écouler comme un torrent intarissable. Ce verset interpelle. Avec cet aspect, ou avec cet appel à une piété incarnée, à une démarche religieuse qui sait faire place au droit et à la justice, à une spiritualité de l'action où affleure la justice de Dieu, celle d'un Dieu qui en Christ rejoint l'humanité, la fait sienne, relève celle ou celui qui est tombé à terre, réintègre dans la communauté humaine celle ou celui qui en était exclu, se révolte contre tout ce qui défigure l'humain, rend juste et ainsi libère de tout ce qui entrave la vie et son épanouissement.
Cette spiritualité de l'action nous rejoint au cœur de notre projet fédératif, qui regroupe précisément des églises, des unions d'églises mues par la vocation de témoigner de l'Évangile sans négliger les actes qu'il appelle. Et des communautés, des œuvres et des mouvements mus par la volonté d'agir, tout en investissant la dimension spirituelle qui motive cette action. Je voudrais ici exprimer ma gratitude aux personnes et aux institutions qui portent la présence du protestantisme au cœur de la société française. Les entraides, les communautés, les œuvres, les mouvements, les églises locales, tous les remercier dans la vision qui les anime de relever, de guérir, de soigner, d'éduquer, d'accompagner, le naître, le grandir et le mourir. Grâce à vous, la présence protestante à la société s'écrit à la confluence d'une prière qui engage et d'une action qui témoigne. La prédication de l'Évangile et le témoignage des églises protestantes sont confortés par cette spiritualité incarnée. La compréhension de l'éthique que propose Paul Ricoeur introduit un troisième terme à notre spiritualité de l'action. En effet, la visée de la vie bonne avec et pour autrui a précisément pour vocation de se déployer dans des institutions justes, dans le cadre d'institutions justes. La pensée du philosophe appelle à conjuguer la sollicitude de soi, celle de l'autre, avec le souci d'un cadre institutionnel et de sa justice ou de sa justesse. Or, c'est précisément ce troisième terme qui introduit et légitime une action que le protestantisme, certes, mène depuis des années, et pourtant que la famille protestante, dans sa globalité, doit encore apprivoiser, celle du plaidoyer. Le protestantisme fédératif a, durant les dernières années, progressivement intégré la logique de porter un plaidoyer pour la justice climatique, dont l'année 2022, avec les températures les plus élevées jamais enregistrées, et une série de catastrophes climatiques vient dramatiquement de souligner l'urgence. La familiarisation avec ce concept de plaidoyer s'est encore renforcée avec le débat autour de la loi confortant le respect des principes de la République. Une loi modifiant profondément le cadre institutionnel de l'exercice du culte en France, faisant évoluer ce dernier d'une approche libérale, celle d'une laïcité garantissant la liberté d'expression religieuse et de conscience, vers une approche suspicieuse du religieux, assortie d'un important volet de mesures de contrôle administratif. L'absence d'une réelle concertation par les pouvoirs publics a poussé les cultes, et notamment le christianisme, à déployer une logique de plaidoyer. Un important travail a été mené, donnant une forte visibilité à la parole protestante, tout en compliquant quelque peu nos relations avec les gouvernements. Et c'est ici l'occasion d'exprimer notre gratitude à l'infatigable et redouté conseiller juridique de la Fédération, Jean-Daniel Roch. Oui. Cette démarche n'a toutefois pas été sans poser question, sans faire débat au sein de la famille protestante. Vous me direz, c'est rien de neuf. Toujours est-il que l'appropriation de cette logique ne se fait pas sans questionnement, notamment quand la parole protestante entre dans le champ à proprement parler du débat politique. Dans les débats de la société, la parole de la Fédération protestante ne devrait-elle pas porter son attention à ce qui se situe précisément en amont de l'éthique, à chaque fois où cela est possible, valoriser le fondement théologique et évangélique qui porte notre éthique. Pensée de Michel Bertrand. Le théologien catholique Christian Ducoq écrit à juste titre « Si l'éthique n'est pas étrangère à l'Évangile, elle n'en est pas le cœur, ni ne le résume. » Toujours est-il que nous vivons dans un temps de changement profond, et ce de manière permanente. Un temps fragile et incertain, où rien de ce qui était et qui nous a construits n'est plus acquis ou évident. Un temps qui questionne le cadre institutionnel et nous confronte à de multiples débats sociaux.
De nombreux projets de loi à l'ordre du jour vont écrire la vision de notre société, énoncer son anthropologie et ses valeurs. Le projet de loi Asile et immigration mettant en exergue une efficacité gestionnaire et un argument d'opportunité autour des métiers en tension, tout en compliquant l'accès aux droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Le projet de loi SNU, Service national universel, qui suscite d'importants questionnements auprès des acteurs associatifs qui, depuis plus d'un siècle, déploient une réelle expertise éducative auprès de la jeunesse. Le projet de réforme des retraites et la vive inquiétude qu'il suscite dans le monde associatif, le privant potentiellement des ressources bénévoles, et nos entraides savent combien l'accomplissement de leur mission est redevable à la disponibilité de personnes retraitées en capacité d'apporter une réelle contribution. Et enfin, la question de la fin de vie et la perspective d'une évolution du cadre législatif avec le probable passage d'une philosophie de l'accompagnement du mourir vers celle du possible don de la mort. Quelle société voulons-nous? Quelle solidarité avec nos aînés? Quel projet avec notre jeunesse et pour notre jeunesse? Quelle conception du travail? Notre parole protestante est attendue en bien des domaines et nous sommes constamment sollicités par les instances de la République. Les enjeux sont importants. Nos atouts, nous les connaissons. Ils sont d'une certaine manière en même temps nos difficultés. La culture du débat, de l'approfondissement, de la problématisation, la volonté de construire des consensus, la capacité de prendre du recul, l'exigence de l'intelligence de la foi, l'unité dans la diversité, une pensée complexe tout en nuances, qui prend en compte la complexité et exprime ainsi le sérieux accordé à la diversité des points de vue. Des atouts qui se traduisent par des productions de qualité, tels le relevé contextualisé commenté des textes attestant de la relation du protestantisme avec le judaïsme, les relations entre chrétiens et juifs, compendium des textes protestants, publié sous l'égide de la Commission des relations avec le judaïsme. Ou encore, cette brochure ou livre novatrice, sortie de presse pour aujourd'hui, que vous avez dans vos pochettes, et qui marque la volonté du protestantisme fédératif de prendre une place résolue dans la lutte contre le fléau des violences sexuelles et spirituelles. Par ailleurs, toujours dans l'optique de ce plaidoyer, le protestantisme bénéficie d'un capital de sympathie important et d'une image qui lui permet de rayonner bien au-delà de son cercle, sans trop subir des disqualifications de principe. Enfin, puisque plaider, c'est aussi communiquer, porter une parole publique, nous n'ignorons pas nos difficultés congénitales, j'allais dire. La réserve du protestantisme à l'égard de personnalités ou de la personnalisation des fonctions emblématiques, notre fonctionnement à contre-temps du temps médiatique qui ne permet pas toujours les détours du débat communautaire, les lenteurs de la collégialité, pour nous permettre de saisir les fondamentaux partagés et dégager une parole commune, ou les lourdeurs des règles institutionnelles. Un temps médiatique qui, par ailleurs, n'offre guère d'espace pour l'expression tout en nuances de la pluralité. De ce fait, le besoin s'est fait sentir d'un travail pour poser le cadre du plaidoyer fédératif, pour énoncer ce qui est acceptable, à la fois comme domaine d'interpellation, comme niveau d'engagement politique et dans le choix des alliés. Il s'agit, d'une certaine manière, d'élaborer une forme d'éthique protestante du plaidoyer, énonçant les principes et les méthodologies de travail pour guider nos actions. L'enjeu n'est pas tant de défendre de quelconques intérêts propres au protestantisme, mais plutôt de contribuer, dans l'évolution du cadre institutionnel, à bien poser les questions et de tenter d'indiquer les enjeux anthropologiques, tâche autrement plus ardue que de prescrire une morale. Car ce qui est au fond en jeu ici, c'est notre conception de l'humain et la compréhension de son existence à la lumière de l'Évangile. L'élaboration de son éthique à la lumière de l'Évangile, L'élaboration d'une éthique protestante du plaidoyer
marquera une nouvelle étape dans cette identité de vigie de la République qui nous est non seulement reconnue, mais également qui constitue une attente pour nous. Et une attente vis-à-vis du protestantisme. La thématique choisie pour cette Assemblée générale doit nous permettre de nous familiariser avec cette logique du plaidoyer, doit nous permettre de la considérer sous différents aspects. Celui de l'enjeu que représente l'espace public pour la théologie. Celui aussi d'un partage d'expériences nourri par des acteurs engagés dans des logiques de plaidoyer depuis des années. Et encore l'angle d'une focale sur un sujet d'actualité. Le plaidoyer que s'apprête à porter la CIMAD en lien avec la Fédération de l'entraide protestante et la FPF sur la loi immigration et asile. Pour prendre au sérieux les questions sociétales, l'Église catholique s'est dotée d'un référentiel, la doctrine sociale de l'Église. Un volumineux livre qui, d'une certaine manière, fige son approche du débat sociétal ou, en minimum, en énonce les orientations et en fixe les grands principes. Certes, ces différents acteurs du catholicisme n'ont de cesse de chercher à mieux le comprendre, à l'interpréter, à le contextualiser, mais ces orientations fondamentales demeurent intangibles. A contrario de cette démarche, la quête d'une parole sociétale contextualisée du protestantisme se vit comme une pensée en construction. Notre quête d'un rapport vivant, fervent à l'écriture, pour faire place à une parole qui résonne, émeut, nourrit, transforme, agit et force notre agir, cette quête constitue le cœur de notre herméneutique, et d'une certaine manière, cette écriture est notre seul référentiel. Qui plus est, notre pluralité toujours en recomposition, en mutation, nécessite le temps long du labeur collégial pour dégager le fil conducteur d'une pensée commune et renforcer les fondamentaux partagés. Enfin, l'absence de magistère et une gouvernance non cléricale sont le socle de la capacité du protestantisme à entrer dans un réel dialogue avec la culture. C'est précisément cet angle d'approche qui a été proposé à Bernard Coyot pour nous aider à penser notre aptitude à analyser la complexité du réel et les nuances plurielles qui en découlent, et de nous laisser interpeller théologiquement par elle. Car porter l'horizon d'une parole protestante dans l'espace public est une tâche à laquelle nous ne pouvons nous dérober. Quand bien même cette parole entre en tension avec notre ADN, en quête d'intelligence fine, pleine de nuances, et à même de rendre justice à la complexité du monde. Quand bien même aussi le temps médiatique tente à réduire au binaire, à ce qui est autorisé ou interdit, à ce qui est bien ou mal, à la posture d'être pour ou contre. Il est nécessaire d'investir et d'habiter l'espace public. Pour cette première AG, travaillant cette thématique, et aussi parce qu'un certain nombre de délégués sont là pour la première fois, il me semble important de développer quelques axes, quelques réflexions programmatiques aussi. Et je reprends la structuration que j'avais utilisée en juin dernier, qui propose une matrice par 4 entrées, 4 verbes, matrice qui servira aussi au nouveau conseil que nous allons élire comme base de travail sur les orientations stratégiques pour les 4 années à venir, le mandat que nous sommes en train de prendre. Le premier verbe, c'est représenter. Représenter le protestantisme auprès des pouvoirs publics et de la République est, j'ai écrit, consubstantiel à l'idée même d'une fédération protestante. C'est une mission historique que la FPF prend à cœur depuis sa création. Elle est clairement énoncée dans ses statuts. Elle consiste notamment à veiller au respect des libertés religieuses et à défendre, le cas échéant, les intérêts communs du protestantisme français. Cette mission ne peut s'envisager sans une attention particulière à la visibilité du protestantisme et plus largement à la défense des droits humains. Mon expérience européenne me fait affirmer
que l'efficience d'une représentation dépend grandement de la clarté de sa structuration et de l'étendue de sa représentativité. À Bruxelles, plus de 30 000 lobbyistes s'activent pour défendre des intérêts aussi divers que variés. Ils cherchent à peser sur les décisions du Parlement européen, des décisions et des orientations souvent structurantes. Parmi ces lobbyistes, il y a des multinationales, des groupes d'intérêt, des États, vous avez lu l'actualité du Qatargate, des ONG chrétiennes, la Commission des conférences épiscopales de l'Union européenne, la COMECE, la Conférence des Églises européennes, mais aussi des membres de la Conférence des Églises européennes qui ont établi leur propre bureau à Bruxelles, notamment l'Église Evangelische Kirche in Deutschland, l'Église protestante allemande, et un bureau commun des Églises orthodoxes. L'expérience qui est la mienne montre qu'une représentation, plus une représentation est structurée, et donc plus la représentativité est large et importante, plus la parole est audible et plus le dialogue s'établit avec l'ensemble de l'administration jusqu'au plus haut niveau politique. Et inversement, plus un plaidoyer s'énonce par de multiples voix, souvent à faible représentativité, plus ce discours devient inaudible et plus le propos se dilue, au mieux dans un dialogue qui s'apparente à une figure de style. C'est ce que nous venons encore de vivre hier dans un High Regis Meeting, donc une rencontre avec le vice-président de la Commission européenne au Parlement européen, ou non à la Commission européenne à Bruxelles. Dans le contexte français que je viens d'évoquer plus haut, clarifier et structurer la représentation du protestantisme est une nécessité, au risque sinon de fragiliser sa parole au point de la rendre inaudible. Par ailleurs, la gestion des contraintes sanitaires a occasionné une demande venant des autorités publiques de désigner dans tous les départements un représentant du protestantisme, afin d'avoir un vis-à-vis pour chaque préfecture. Et de fait, la fédération a besoin de se structurer sur l'ensemble du territoire. On en parle depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est devenu une attente des autorités publiques. Et je voudrais insister sur ce point, fidèle à son histoire fédérative. Et en pleine transparence avec le CNEF, le Conseil a fait le choix d'organiser une représentation du protestantisme et non une représentation d'une fédération. J'espère que vous saisissez la nuance, elle est de taille. Le protestantisme a besoin de s'organiser pour proposer à chaque préfet une porte d'entrée. Nous acceptons au besoin des aménagements locaux, là où ils s'imposent. C'est une démarche qui nécessitera peut-être un peu de travail de finesse dans certains départements. Le deuxième verbe qui structure notre action, c'est rassembler ou unir. Rassembler et unir le protestantisme français, si riche de sa belle diversité, conforte son témoignage. Nos églises évangéliques, baptistes, pentecôtistes, charismatiques, adventistes, luthériennes, réformées, nos communautés, nos institutions, nos œuvres et mouvements sont tous héritiers de la Réforme. Et au-delà de la belle diversité de leur sensibilité théologique et spirituelle, nous constituons ensemble le visage du protestantisme. Cette identité protestante est en fait un héritage commun, irrévocable. Ce lien fédératif qui nous unit, par-delà les forces centrifuges et centripètes qui peuvent agir de ci, de là, par-delà l'ignorance et les blessures mémorielles qui fragilisent notre communion, constitue le véritable socle du témoignage protestant de l'Évangile de Jésus-Christ. Là encore, archipélisé, le protestantisme français atrophie son témoignage et sa visibilité et son audience. Uni dans un esprit fédératif, il accueille les promesses inhérentes à toute rencontre et à tout dialogue en vérité. Notre vocation commune est de témoigner
et elle souligne, si besoin était, le caractère essentiel du lien fédératif et de l'esprit d'unité pour la famille protestante de France. Le contexte de la loi séparatisme semble occasionner un potentiel élargissement de la fédération, un peu à l'instar de ce qui s'était passé dans les années 90 avec les pressions sur les sectes en France. Les perspectives ou la perspective d'une adhésion de l'Église ménonite est actuellement engagée. Vous la voyez d'ailleurs déjà sur l'arbre qui vous a été remis. Celle de l'Église anglicane en France comme membre associé est également envisagée à terme. Et puis le développement d'un réseau afropéen qui se traduit également par un développement d'églises mérite notre pleine attention. Cette dynamique d'élargissement conjuguée au besoin permanent de soigner le lien fédératif constitue un enjeu important. Les lieux de rencontre, d'échange, de lecture commune de la Bible, à l'image de la méditation que nous avons pu avoir ce matin, sont essentiels à la conduite du projet fédératif. De même que le livret qui vous a été remis, les évangéliques, donc le premier d'un triptyque qui a vocation à être un outil d'une meilleure connaissance des différentes composantes et sensibilités au cœur de la Fédération protestante de France. Dans cet esprit, le Conseil de la Fédération a décidé de domicilier l'animation mosaïque dorénavant à l'échelon du pôle, afin que notre main tendue ecclésiale aux églises culturelles puisse être démultipliée et que les visages divers du protestantisme en France puissent être largement connus et partagés. Et ainsi, ensemble, nous serons en route, en construction d'un esprit d'unité. Et dans ce même esprit, la poursuite d'un dialogue avec l'ensemble de la famille protestante, notamment avec le CNEF, est essentielle. Je voudrais dire ici qu'aujourd'hui, les relations sont confiantes et apaisées avec la nouvelle équipe qui dirige le CNEF. Elles permettent d'espérer une réelle fenêtre d'opportunité pour définir une approche concertée, dans une approche concertée, les champs de compétences des uns et des autres, afin justement de structurer une représentativité forte du protestantisme dans notre pays. Le troisième verbe, c'est porter la parole protestante. Être présent et faire entendre la voix du protestantisme dans la société française revêt un caractère essentiel. Cette présence s'incarne grâce à une prière qui engage et une action qui témoigne. Mon propos d'avant, ayant amplement évoqué l'enjeu de cette parole publique et celui du plaidoyer, je me contenterai de mentionner ici la vigilance qu'exige la laïcité et le débat en France sur son interprétation. Ce principe cher aux protestants est bien celui d'une loi garantissant la liberté de conscience et la liberté d'expression religieuse au moyen de la séparation de l'Église et de l'État et au moyen de la neutralité de ce dernier. La spiritualité a pleinement sa place dans la République et est même à mesure de lui donner du souffle. Marietta van der Tol, une universitaire d'Oxford, pas orthodoxe, fait des recherches sur la gouvernance et les démocraties au niveau mondial, et elle a discerné dans ses travaux une sorte de triangle vertueux entre le pluralisme, la liberté religieuse et l'état de droit. Et ces trois données, dont la liberté religieuse, constituent à ses yeux et au regard de ses recherches des éléments de stabilité des démocraties modernes, où finalement l'absence de liberté religieuse, de pluralité ou d'état de droit sont des vecteurs ou des facteurs d'instabilité des démocraties modernes. Pour elle, clairement, le pluralisme et la liberté religieuse jouent un rôle important dans la stabilité des démocraties. Conforter cette lecture de la laïcité que je viens d'évoquer, qui se distingue essentiellement du laïcisme, ne s'avère donc pas seulement être dans l'intérêt des cultes, notamment du protestantisme, qui cherche à faire entendre sa voix, mais également dans l'intérêt des démocraties et de la République. Et le dernier verbe que je voudrais évoquer avant de conclure, investir les lieux de dialogue. Le protestantisme a un rôle particulier à jouer dans les lieux de dialogue œcuméniques, interreligieux, nationaux et internationaux.
En France, il est souvent attendu que les protestants assurent un rôle de facilitateur. La posture attestataire de l'idéologie rouski-mire du patriarche Kirill et donc son soutien à l'invasion militaire de l'Ukraine a un effet désastreux pour tous les cultes, et notamment pour le christianisme qui croyait avoir clarifié son rapport aux idéologies depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette actualité livre un nouvel exemple à ceux qui voudraient réduire les religions à des facteurs de conflictualité. Certes, ils oublient un peu rapidement que le XXe siècle fut rempli de guerres sanglantes menées au nom d'idéologies antireligieuses. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est essentiel, pour les religions, de toujours à nouveau s'inscrire dans un esprit d'ouverture et de dialogue, et d'attester cet esprit par un engagement concret. La portée des images de l'article du journal du dimanche à propos de la fin de vie, je ne sais pas si vous l'avez vu en janvier, qui montrait les autorités religieuses en France, donc le grand rabbin, le président de la conférence épiscopale, le recteur de la grande mosquée et moi-même, sur des images souriant et s'amusant ensemble. Ces images sont tout aussi puissantes et leur portée est tout aussi puissante que la répétition de messages de paix co-signés. Le plan d'orientation stratégique énoncera donc l'attention à porter au dialogue et à la coopération œcuménique, l'importance de cultiver un rapport particulièrement fraternel au judaïsme, l'attention de porter à la situation particulière de l'islam en France, le dialogue et la coopération à rechercher avec l'ensemble des cultes, tant au niveau national qu'international. Le Conseil des Églises chrétiennes en France, la conférence des responsables de culte en France, s'impose dans l'agenda de la Fédération protestante. Il conviendra d'investir ces lieux de dialogue en cherchant toujours à développer des relations de confiance et de fraternité pour poser les gestes symboliques et les actes porteurs d'un message de paix et de justice. Au moment de conclure, il me revient l'agréable tâche d'exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, au quotidien, jour après jour, se tiennent ensemble pour poser cet acte de foi, qui est aussi une foi en acte, que constitue le témoignage du protestantisme fédératif. J'exprime donc ma gratitude aux équipes de la Fédération, elles sont là, merci à vous, aux chefs de service, vous les verrez tout à l'heure, aux présidents des commissions et membres des commissions, au secrétaire général, qui a eu osé sauter dans l'eau froide pour cette première AG, aux commissions aussi qui soutiennent les missions de la Fédération par leur mission de vigilance et d'expertise, aux pôles qui déclinent dans leurs lieux d'action l'esprit fédératif qui nous anime, et aux conseils sortants, notamment à ceux pour qui, pour quelque raison que ce soit, c'est le dernier mandat et qui ne brigue pas son renouvellement. Recevez par cette modeste évocation et ces modestes paroles non seulement l'expression de ma propre reconnaissance, mais encore celle du protestantisme français. Je m'arrête là, vous remercie pour votre attention et vous laisse applaudir ceux que je viens de mentionner. Merci.